Tard, dans l'après-midi du 27 juillet, ils avaient monté leur tente sur ce qui avait été, d'après la pancarte à moitié démolie par les orages, le champ de foire de Kuncle. La petite ville de Kuncle, dans l'Ohio, se trouvait un peu plus au sud. Un gigantesque incendie l'avait pratiquement détruite, sans doute la foudre, avait dit Stu. Naturellement, Harold n'avait pas été de cet avis, car il suffisait que Stu Redman dise que les voitures de pompiers étaient rouges pour que Harold Lauder produise faits et chiffres démontrant que la plupart étaient vertes. Franny soupira et se retourna. Elle ne parvenait pas à dormir. Elle avait peur de son rêve. Sur sa gauche, les 5 motos étaient sagement alignées, appuyées sur leurs béquilles. Le clair de lune faisait briller leur peau d'échappement chromée, comme si une bande de Hells Angels avait choisi cet endroit pour y passer la nuit. Mais les Hells Angels n'auraient certainement pas choisi les mignonnes petites motos comme ces Honda et Yamaha, pensa-t-elle. Plutôt des Harley, comme à la télé. The Wild Angels, The Devil's Angels ou Hells Angels. Il y avait des photos de motos dans tous les drive-in quand elle était au lycée. Appuyez sur le bouton, donnez votre commande, payez à la caisse. Caput. Tous les drive-in étaient caput maintenant, sans parler des Hells Angels. Note ça dans ton journal, Franny, se dit-elle en se retournant encore. Non, pas ce soir. Ce soir tu dois dormir, rêve ou pas. Un peu plus loin, elle pouvait voir les autres, allongés dans leur sac de couchage, comme des Hells Angels, le ventre rempli de bière. Harold, Stu, Glenn Batman, Mark Braddock et Perion McCarthy. Prends un Sominex ce soir et dors. En fait, ce n'était pas du Sominex qu'il prenait, mais un bon vieux comprimé de Véronal. Stu en avait eu l'idée quand les cauchemars avaient vraiment commencé à leur faire la vie dure à tous. Il avait pris Harold à part pour lui en parler d'abord. Pour flatter Harold, il n'y avait qu'à lui demander son avis. Et puis Harold savait quand même des tas de choses. Tant mieux, car il était très difficile à vivre, comme une sorte de dieu de 5e classe. Plus ou moins omniscient, mais émotivement instable, prêt à craquer à tout moment. Harold s'était trouvé un 2e pistolet à Albany, là où ils avaient rencontré Mark et Perion. Il les portait maintenant tous les deux, très bas sur les hanches, à la Johnny Ringo. Elle avait de la peine pour lui, mais Harold commençait à lui faire peur. Elle s'était demandé s'il n'allait pas craquer une de ces nuits et se mettre à tirer au petit bonheur la chance avec ses 2 pistolets. Elle se souvenait fréquemment du jour où elle avait trouvé Harold dans son jardin, absolument sans défense, en train de pleurer et de tondre la pelouse en slip de bain. Elle savait exactement ce que Stu lui avait dit tout bas, comme un conspirateur. « Harold, ces rêves nous emmerdent, mais j'ai une idée, et je ne sais pas exactement comment faire. Un léger sédatif, il faudrait trouver la bonne dose. Trop, et personne ne se réveillera s'il y a un problème. Qu'est-ce que tu proposes ?» Harold avait proposé de prendre 2 comprimés de Véronal, disponibles dans toutes les pharmacies, et si la dose suffisait à interrompre les rêves, de réduire à un comprimé et demi, et si ça marchait toujours, à un seul. Stu avait consulté Glenn, qui s'était dit d'accord. Si bien que l'expérience avait commencé, à un demi-comprimé, les rêves étaient revenus. Ils en étaient donc restés à un comprimé. Au moins les autres. Car Franny prenait son médicament tous les soirs, mais elle ne l'avalait pas. Elle avait peur que le Véronal ne fasse du mal à son bébé. Même l'aspirine pouvait être dangereuse, d'après ce qu'on disait. Alors elle supportait ses rêves. Supportait, c'était bien le mot. Il y en avait un qui revenait plus souvent que les autres. D'ailleurs, les autres finissaient tôt ou tard par se confondre avec lui. Elle se trouvait chez elle, à Ogunquit, et l'homme noir la poursuivait. Dans les couloirs obscurs, dans le salon de sa mère, où l'horloge continuait à égrener des saisons mortes. Elle pouvait lui échapper, elle le savait, à condition de laisser le cadavre. Le cadavre de son père, enveloppé dans un drap. Mais si elle l'abandonnait, l'homme noir lui ferait quelque chose, le profanerait horriblement. Alors elle courait, sachant qu'il se rapprochait de plus en plus près, et que bientôt sa main s'abattrait sur son épaule, sa main chaude, répugnante. Et alors, toutes ses forces l'abandonneraient, elle laisserait glisser de ses bras le corps de son père, enveloppé dans son linceul. Elle se tournerait vers lui, prête à dire « Emportez-le, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais laissez-moi tranquille. » Et il serait là, vêtu d'un habit sombre, un peu comme une bure de moine avec sa capuche, ses traits totalement invisibles, à l'exception de son sourire grimaçant. Et dans la main, il tenait le cintre de fil de fer.
C'est alors que l'horreur la frappait comme un gant de boxe, qu'elle se débattait, se réveillait, la peau moite, le cœur battant, décidée à ne jamais plus dormir. Car ce n'était pas le cadavre de son père qu'il voulait, mais l'enfant qui vivait dans son ventre. Elle se retourna encore. Si elle ne s'endormait pas bientôt, autant prendre son journal et écrire. Elle le tenait depuis le 5 juillet. D'une certaine manière, elle le faisait pour le bébé. C'était un acte de foi, avec la certitude que le bébé vivrait. Elle voulait qu'il sache ce qui s'était passé, comment le fléau s'était abattu sur un endroit qui s'appelait Ogunkit, comment elle et Harold s'étaient échappés et ce qu'ils étaient devenus. Elle voulait que l'enfant sache ce qu'avait été le monde. La lune l'éclairait assez pour qu'elle puisse écrire, et il suffisait de 2 ou 3 pages pour qu'invariablement elle sente ses paupières s'alourdir. Ce qui ne devrait pas trop l'encourager à faire une carrière d'écrivain, songea-t-elle. Mais d'abord, elle allait essayer de dormir quand même. Elle ferma les yeux. Elle se mit aussitôt à penser à Harold. L'atmosphère aurait pu se détendre à l'arrivée de Marc et de Perrion, mais les deux étaient déjà ensemble. Perrion avait 33 ans, 11 de plus que Marc, mais ces choses n'avaient plus tellement d'importance. Ils s'étaient trouvés, ils se cherchaient sans doute, et ils étaient contents d'être ensemble. Perrion avait confié à Franny qu'ils essayaient de faire un enfant. « Heureusement que je prenais la pilule et que je n'avais pas de stérilet, » lui avait dit Perrion. « Autrement, comment est-ce que j'aurais pu l'enlever ?» Franny avait failli lui parler du bébé qu'elle portait. Elle en était au tiers de sa grossesse maintenant, mais elle s'était retenue. Pourquoi compliquer une situation déjà difficile ? Ils étaient donc 6 maintenant, au lieu de 4. Glenn refusait obstinément de conduire une moto et montait toujours derrière Stu ou derrière Harold. Mais la situation n'avait pas changé avec l'arrivée d'une autre femme. « Et toi, Franny, qu'est-ce que tu veux ?» avait demandé Perrion. Si elle devait vivre dans un monde comme celui-ci, pensait-elle, avec une horloge biologique qui allait sonner son heure dans 6 mois, elle voulait un homme comme Stu Redman pour être à ses côtés. Non, pas quelqu'un comme Stu, elle le voulait, lui. Voilà, c'était clair. Avec la fin de la civilisation, le moteur de la société humaine avait perdu tous ses chromes et ses gadgets. Glenn Batman revenait souvent sur ce thème, et Harold semblait y trouver un plaisir un peu étrange. La libération des femmes, s'était dit Franny, n'était ni plus ni moins qu'une excroissance de la société technologique. Les femmes étaient à la merci de leur corps. Elles étaient plus petites, elles étaient généralement plus faibles. Un homme ne pouvait faire un enfant, une femme, si. Un gosse de 4 ans savait ça. Et une femme enceinte est bien vulnérable. La civilisation avait inventé un cadre qui protégeait les deux sexes. Libération, le mot disait tout. Avant la civilisation, avec son système élaboré de protection et de contraintes, les femmes étaient des esclaves. Pas la peine de tourner autour du pot, nous étions des esclaves, pensa Fran. Et puis la grande noirceur avait pris fin, et l'on avait vu apparaître le credo des femmes qu'il aurait sans doute fallu broder au petit point pour l'accrocher ensuite dans les bureaux de toutes les revues féministes. Merci, messieurs, pour le chemin de fer. Merci, messieurs, d'avoir inventé l'automobile et d'avoir exterminé les Indiens qui auraient bien voulu rester chez eux encore un petit bout de temps en Amérique. Merci, messieurs, pour les hôpitaux, la police et les écoles. Maintenant, je voudrais bien voter, s'il vous plaît. Je voudrais bien avoir le droit de décider moi-même de ma vie. Autrefois, j'étais du bétail, mais maintenant, c'est fini. Mon esclavage doit prendre fin. Je n'ai pas plus besoin d'être esclave que de traverser l'Atlantique dans un petit voilier. Les avions sont plus sûrs et plus rapides que les petits voiliers, et la liberté a quand même bien meilleur goût que l'esclavage. Je n'ai plus peur de voler. Merci, messieurs. Que dire de plus ? Rien. Les mâles pouvaient bien grogner quand les femmes foutaient leur soutien-gorge au feu. Les réactionnaires pouvaient bien jouer à leur petit jeu intellectuel. La vérité était là. Mais tout avait changé. En quelques semaines, tout avait changé. Mais à quel point ? On le saurait plus tard. Couchée toute seule dans la nuit, elle savait qu'elle avait besoin d'un homme. Mon Dieu, comme elle avait besoin d'un homme. Et pas simplement pour s'occuper d'elle et de l'enfant. Stu lui plaisait, particulièrement après Jace Ryder. Stu était calme, capable, et surtout, il n'était pas ce que son père aurait appelé un gros tas de merde dans un petit sac. Elle savait parfaitement qu'elle lui plaisait aussi. Elle le savait depuis ce jour où ils avaient déjeuné ensemble, le 15 juillet, dans ce restaurant désert.
Un instant, juste un instant, leurs yeux s'étaient croisés, et elle avait senti monter une bouffée de chaleur, comme une onde de surtension dans une centrale électrique, quand les aiguilles de tous les cadrans basculent vers le rouge. Elle avait l'impression que Stu avait compris lui aussi, mais il attendait, la laissait prendre sa décision. Elle avait d'abord été avec Harold, donc elle lui appartenait. Une idée affreusement macho, mais elle avait bien l'impression que ce monde allait être macho, au moins pendant quelque temps. Si au moins il y avait eu quelqu'un d'autre, quelqu'un pour Harold. Mais il n'y avait personne, et elle avait peur de ne plus pouvoir attendre bien longtemps. Elle pensait à ce jour où Harold, à sa façon si maladroite, avait essayé de lui faire l'amour, de revendiquer sa possession. Il y avait combien de temps de cela? 2 semaines? Au plus, sans doute. Le passé semblait reculer de plus en plus. Qu'allait-elle faire avec Harold? Que ferait-il, lui, si elle le mettait avec Stuart? Et cette peur de faire encore un mauvais rêve? Non, elle n'allait jamais pouvoir s'endormir. Et pourtant, elle s'endormit. Quand elle se réveilla, il faisait encore noir. Quelqu'un la secouait. Elle marmonna une protestation confuse. Elle dormait profondément, sans rêver, pour la première fois depuis une semaine. Puis elle se réveilla, finalement, à regret, pensant que ce devait être le matin, l'heure de partir. Mais pourquoi partir dans le noir? Quand elle s'assit, elle vit que la lune était très basse sur l'horizon. C'était Harold qui la secouait, et Harold avait l'air d'avoir peur. « Harold, qu'est-ce qui ne va pas ?» Stu était réveillé lui aussi, et Glenn Batman. Perion était à genoux de l'autre côté du petit feu qu'ils avaient fait la veille. « C'est Mark, dit Harold, il est malade. »« Malade ?» fit-elle. Elle entendit alors un faible gémissement de l'autre côté du feu, là où Perion était à genoux, les 2 hommes debout à côté d'elle. Franny sentit la terreur monter en elle comme une colonne de fumée noire. La maladie, rien n'aurait pu leur faire plus peur. « Ce n'est pas la grippe, hein, Harold ?» Car si Mark avait attrapé maintenant cette saloperie, aucun d'eux n'était à l'abri. Le microbe traînait peut-être encore quelque part, peut-être une nouvelle mutation, pour mieux te manger, mon enfant. « Non, ce n'est pas la grippe, répondit-il, pas du tout. Fran, est-ce que tu as mangé des huîtres fumées hier soir, ou peut-être quand on s'est arrêté pour déjeuner ?» Encore à moitié endormi, il lui fallut quelque temps pour répondre. « Oui, j'en ai pris les 2 fois, et elles étaient bonnes. J'aime beaucoup les huîtres. Tu penses à une intoxication, c'est ça ?»« Fran, je pose simplement une question, dit Harold. On n'en sait rien. Il n'y a pas de médecin par ici. Et toi, comment te sens-tu? Bien ?»« Très bien, répondit-elle. J'ai simplement envie de dormir. » Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était plus vrai. Un autre gémissement monta de l'autre côté du feu, comme si Mark l'accusait de se sentir bien alors que lui était malade. « Glenn pense que c'est peut-être l'appendicite, dit Harold. « Quoi ?» fit-elle. Harold se contenta de lui répondre par une grimace. Fran se leva pour aller rejoindre les autres. Harold la suivait comme une ombre pitoyable. « Il faut l'aider, dit Perion. Elle parlait d'une voix mécanique, comme si elle répétait la même chose depuis longtemps déjà. Elle les interrogeait tour à tour du regard, les yeux remplis de terreur, et Franny eut l'impression que ses yeux l'accusaient. Elle pensa au bébé qu'elle portait, mais elle voulut aussitôt chasser cette pensée égoïste. Égoïste ou pas, l'idée revenait. « Ne t'approche pas de lui, lui disait une petite voix. Ne t'approche pas de lui, c'est peut-être contagieux. Elle regarda Glenn, extrêmement pâle, dans la lumière de la lampe Coleman. « Harold dit que vous pensez que c'est l'appendicite ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, répondit Glenn. Ce sont les symptômes, sans aucun doute. Il a de la fièvre, son ventre est dur et enflé, et douloureux au toucher. Il faut l'aider, dit encore Perion, et elle éclata en sanglots. Glenn toucha le ventre du malade, et les yeux de Mark, mi-clos et vitreux, s'ouvrirent tout grands. Il poussa un hurlement. Glenn retira aussitôt la main, comme s'il avait touché un poil brûlant, regarda Stu, regarda Harold, puis encore Stu, affolé. « Qu'est-ce que vous proposez, vous deux ?» demanda Glenn. Harold avalait convulsivement sa salive, comme si quelque chose s'était coincé dans sa gorge. « Donnez-lui de l'aspirine » finit-il par répondre. Perion fit volte-face. « Quoi? De l'aspirine? C'est tout ce que ce con peut trouver? De l'aspirine ?» Harold enfonça ses mains dans ses poches et la regarda d'un air malheureux. « Mais Harold a raison, Perion, dit Stu d'une voix calme.
Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Quelle heure est-il ? Oh, vous ne savez tout simplement pas quoi faire, dit Périon, et vous ne voulez pas l'admettre. Il est 3 heures moins le quart, répondit Franny. Et s'il meurt, reprit Périon, en écartant une mèche au burn qui tombait sur ses yeux gonflés par les larmes. Laisse-les tranquilles, Périon, dit Marc, d'une voix basse qui les surprit tous. Ils font ce qu'ils peuvent. Si je continue à avoir aussi mal, je préfère mourir. Donnez-moi de l'aspirine, n'importe quoi. Je vais aller en chercher, dit Harold, trop heureux de trouver un prétexte pour s'éloigner. Oui, j'en ai dans mon sac. De l'excédrine extra forte, ajouta-t-il, espérant un mot d'approbation. Puis il s'en alla, presque au pas de course. Il faut l'aider, répétait encore Périon. Stu prit Glenn et Franny à part. Vous avez une idée, moi pas. Elle a engueulé Harold, mais son idée n'était pas plus mauvaise qu'une autre. Elle a peur, c'est tout, répondit Fran. C'est peut-être simplement un peu de constipation, soupira Glenn. Pas assez de fibres. Peut-être que tout va s'arranger quand il ira aux toilettes. Franny secoua la tête. Je ne crois pas. Il n'aurait pas de fièvre si c'était simplement de la constipation, et son ventre ne serait pas aussi gonflé. On aurait presque dit qu'une tumeur avait grossi dans son ventre pendant la nuit. Elle avait mal au cœur, rien que d'y penser. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais eu aussi peur, sauf dans ses rêves. Qu'est-ce qu'Harold avait dit déjà ? Il n'y a pas de médecin par ici ? Oui, c'était vrai, terriblement vrai. Tout arrivait en même temps, tout s'effondrait autour d'elle, comme ils étaient seuls, en équilibre sur un fil, et quelqu'un avait oublié le filet de sécurité. Elle regarda Glenn, puis Stu, fatigués tous les deux, inquiets, mais pas de réponse sur leur visage. Derrière eux, Marc hurlait à nouveau, et Périon cria elle aussi, comme si elle souffrait avec lui. Ce qui était sans doute le cas, d'une certaine manière, songea Franny. « Alors, qu'est-ce qu'on va faire » demanda-t-elle. Elle pensait au bébé. Une question toute simple revenait dans sa tête, lancinante. « Et s'il faut faire une césarienne, s'il faut faire une césarienne ?» Derrière elle, Marc poussa un hurlement, comme un horrible prophète, et elle le détesta. Ils se regardaient dans le noir de la nuit. Journal de Franz Goldsmith, 6 juillet 1990. Monsieur Batman a finalement accepté de venir avec nous. Il a expliqué qu'après tous ces articles, j'emploie des mots savants pour que personne ne se rende compte que je n'ai rien à dire, et les 20 ans de merde qu'il a passé à enseigner la socio, sans parler de ses papiers sur la sociologie des comportements déviants et la sociologie rurale, il décidait qu'il ne pouvait pas laisser passer une occasion pareille. Stu lui avait demandé de quelle occasion il voulait parler. « C'est pourtant clair, a dit Harold, exécrablement puant comme d'habitude. Harold peut être charmant, mais il sait aussi être un enquiquineur de première classe, et ce soir il jouait le rôle du parfait emmerdeur. « Monsieur Batman !»« Oh, appelez-moi Glenn !» dit très gentiment Monsieur Batman. Mais à la manière dont Harold le regardait, on aurait cru qu'il venait de l'accuser d'être un inadapté social. « Glenn voit les choses en sociologue, » reprit Harold. « Et je crois que c'est pour lui l'occasion d'étudier sur le tas la formation d'une société. Il veut voir si la réalité correspond bien à la théorie. » Bon, pour ne pas faire trop long, Glenn, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, puisque c'est ce qu'il veut, a dit qu'il était à peu près d'accord, mais il a ajouté « J'ai quelques théories en tête, et je voudrais bien voir si elles tiennent. Je ne crois pas que l'homme qui est en train de naître des cendres de la supergrippe ressemblera le moins du monde à l'homme qui est sorti du croissant fertile avec un os dans le nez et une femme à côté de lui. Ça, c'est la première de mes théories. » Stu s'était mis à parler, très calme comme toujours. « Parce que tout est encore là, et qu'il suffit de ramasser les morceaux. » Il avait l'air si bizarre lorsqu'il avait dit ça que j'ai été très surprise. Même Harold l'a regardé d'un drôle d'air. Mais Glenn a simplement hoché la tête avant de continuer. « Exact. La société technologique a quitté le terrain, pour ainsi dire, mais elle a laissé le ballon derrière elle. Quelqu'un va venir qui se souviendra du jeu et qui l'enseignera aux autres. C'est simple, non ? Je devrais noter tout ça. En fait, je l'ai noté moi-même, au cas où il oublierait. Qui sait ? » Et Harold a ouvert sa grande gueule. « On dirait que vous croyez que tout va recommencer comme avant, la course aux armements, la pollution et tout le reste. Est-ce là une autre de vos théories, ou un corollaire de la première ? » « Pas précisément, » répondit Glenn. Et avant qu'il ait eu le temps de lui dire ce qu'il avait en tête, Harold s'était mis à déballer sa marchandise.
Je ne peux pas reproduire mot à mot ce qu'il a dit, parce qu'Harold parle vite quand il est énervé. En gros, ça revenait à dire que même s'il n'avait vraiment pas très bonne opinion des gens en général, il ne les croyait quand même pas aussi stupides. Cette fois, on ferait des lois, on ne jouerait pas avec des saloperies comme la fission nucléaire ou le fluorocarbone dans les aérosols, tous ces trucs. Je me souviens bien d'une chose qu'il a dite, parce que c'est une image qui m'a frappé. Ce n'est pas parce qu'on a tranché le nœud gordien pour nous qu'il faut le refaire maintenant. Je voyais bien qu'il voulait simplement discuter pour le plaisir de discuter. Une des choses qui rendent Harold vraiment difficile à supporter, c'est qu'il veut toujours montrer qu'il sait tout. Bien sûr, il sait beaucoup de choses, je ne peux pas lui enlever ça. Harold est super intelligent. Mais Glenn lui a simplement répondu « Le temps nous le dira ». Et on en est resté là, il y a à peu près 1 heure. Et maintenant, je suis en haut dans une chambre. Kojak est couché par terre à côté de moi. Brave chien. Il me rappelle la maison. Mais j'essaye de ne pas trop y penser, parce que j'ai envie de pleurer. Je sais que je ne devrais pas le dire, mais j'aurais vraiment envie que quelqu'un vienne me réchauffer dans mon lit. J'ai même un candidat pour ça. Oh, pense à autre chose, Franny. Demain, nous partons pour Stovington, et je sais que Stu n'est pas tellement d'accord. Il a peur de cet endroit. J'aime beaucoup Stu, et j'aimerais bien que Harold l'aime un peu plus. Harold complique tout, mais je suppose que c'est dans son caractère. Glenn a décidé de laisser Kojak. Ça lui fait de la peine, mais Kojak n'aura pas de mal à trouver à manger. Naturellement, on ne pouvait pas faire autrement, à moins de trouver une moto avec un sidecar. Et même comme ça, le pauvre Kojak aurait pu avoir peur et sauter, se faire mal ou même se tuer. De toute façon, on s'en va demain. Chose dont je veux me souvenir. Les Texas Rangers, l'équipe de baseball, avaient un lanceur, Nolan Ryan, absolument incroyable. À la télévision, on passait des émissions comiques avec des rires enregistrés. Au moment où l'histoire était censée être drôle, on mettait la bande en marche. Il paraît que c'était mieux pour les téléspectateurs. Et au supermarché, vous pouviez trouver des gâteaux et des tartes surgelées. Il suffisait de les faire dégeler et puis on les mangeait. Ma marque préférée, gâteau Sara Lee au fromage blanc et aux fraises. 7 juillet 1990. Quelques lignes seulement. J'ai fait de la moto toute la journée, j'ai le derrière en compote. J'ai mal au dos, vachement. Et j'ai encore fait le même cauchemar la nuit dernière. Harold a rêvé lui aussi. Ça lui donne une frousse de tous les diables, car il ne comprend pas comment nous pouvons tous les deux rêver pratiquement à la même chose. Stu dit qu'il fait encore ce rêve à propos du Nebraska et de la vieille dame, une noire. Elle lui dit tout le temps qu'il devrait venir quand il veut. Stu pense qu'elle habite dans une ville qui s'appelle Holland Home, Hometown ou quelque chose du genre. Il croit qu'il pourrait la retrouver. Harold s'est moqué de lui et a commencé à lui débiter des salades, que les rêves sont des manifestations psycho-freudiennes de choses auxquelles nous n'osons pas penser quand nous sommes éveillés. Stu était en colère, je crois, mais il ne le montrait pas. J'ai tellement peur qu'ils finissent par s'engueuler tous les deux. J'aimerais tellement qu'ils s'entendent. Alors Stu a dit « Comment expliques-tu que vous faites le même rêve, Franny et toi ?» Harold a bafouillé quelque chose sur les coïncidences, mais il ne savait pas trop quoi dire, et il est parti. Stu nous a dit, à Glenn et à moi, qu'il voudrait bien que nous allions au Nebraska, à Prestovington. Glenn a haussé les épaules. « Pourquoi pas ?» a-t-il dit. « Là ou ailleurs ?» Naturellement, Harold n'était pas d'accord, par principe. « Tu nous emmerdes, Harold, essaye de grandir un peu. » Chose dont je veux me souvenir. Il y a eu des pénuries de carburant au début des années 80 parce que tous les Américains avaient des voitures. Nous avions utilisé la majeure partie de nos réserves de pétrole et les Arabes nous tenaient par les coups. Les Arabes avaient tellement d'argent qu'ils n'arrivaient pas à le dépenser. Il y avait un groupe de rock qui s'appelait The Who. Ils terminaient parfois leurs concerts en cassant leurs guitares et leurs amplis. C'était ce qu'on appelait la société de consommation. 8 juillet 1990. Il est tard et je suis fatigué, comme hier soir. Mais je vais essayer d'écrire autant que je peux avant que mes paupières se ferment toutes seules. Harold a terminé sa pancarte il y a à peu près 1 heure. Je dois ajouter qu'il s'est drôlement fait prier. Il l'a installé sur la pelouse du centre de Stovington. Stu l'a aidé très gentiment, même si Harold n'arrête pas de l'enquiquiner. Quelle déception. J'avais essayé de m'y préparer. Je n'ai jamais cru que Stu mentait, et je pense bien que Harold ne le croyait pas, lui non plus.
J'étais donc sûr que tout le monde était mort, mais quand même, j'ai été déçu. Et j'ai pleuré, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'étais pas la seule à me sentir mal. Quand Stu a vu le centre, il est devenu blanc comme un linge. Il avait une chemise à manches courtes, et j'ai vu qu'il avait la chair de poule. Normalement, ses yeux sont bleus, mais ils étaient devenus couleur ardoise, comme l'océan quand il fait mauvais. Il a montré le deuxième étage et dit « C'était ma chambre ». Harold s'est tourné vers lui, et j'ai vu qu'il était prêt à lancer une de ses conneries brevetées Harold Lauder, mais il a vu la tête que faisait Stu, et il a décidé de fermer sa gueule. Je me suis dit que c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Un peu plus tard, Harold a proposé d'aller faire un tour là-bas, pour voir. « Pourquoi ?» La voix de Stu était presque hystérique, mais il essayait de se maîtriser. J'ai eu très peur, d'autant plus qu'il est généralement aussi froid qu'un glaçon. Harold n'arrive vraiment pas à se mettre dans sa peau. « Stuart !» Glenn voulait dire quelque chose, mais Stu l'interrompit. « Oui, pourquoi ? Vous ne voyez pas que tout le monde est mort là-dedans ? Pas de fanfare, pas de comité d'accueil, rien. Croyez-moi, s'ils étaient là, ils nous seraient déjà tombés dessus. Et on serait dans une de ces petites chambres blanches, comme un tas de cochons d'Inde de merde. Je suis désolé, Fran. » Il me regardait. « Je n'ai pas voulu être grossier. Je suis un peu nerveux. »« Moi, j'y vais, » a dit Harold. « Quelqu'un m'accompagne ?» Mais j'ai vu que même si Harold jouait au dur courageux, il avait la trouille lui aussi. Glenn a répondu qu'il allait y aller. Alors Stu m'a dit « Vas-y toi aussi, Fran. Va voir, tu en as envie. » J'aurais voulu lui répondre que j'allais rester dehors avec lui. Il avait l'air si nerveux. En fait, je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Mais ça n'aurait pas arrangé les choses avec Harold, alors j'ai dit que j'étais d'accord. Si nous, Glenn et moi, nous avions eu des doutes à propos de l'histoire de Stu, il se serait envolé dès que nous avons ouvert la porte, à cause de l'odeur. On sent la même odeur dans toutes les petites villes que nous avons traversées, comme une odeur de tomates pourries. Mon Dieu, j'en pleure encore. Mais est-ce que c'est juste que les gens non seulement crèvent comme des mouches, mais ensuite qu'ils puent comme... Une minute. Ben voilà, j'ai eu ma deuxième crise de larmes de la journée. Qu'est-ce qui peut bien arriver à la petite Fran Goldsmith, celle qui crachait le feu autrefois? Bon, allez, plus de larmes ce soir, c'est promis. Nous sommes donc entrés, curiosité morbide, je suppose. Je ne peux pas dire pour les autres, mais je voulais voir la chambre où Stu avait été emprisonné. Ce n'était pas simplement l'odeur, vous savez, mais aussi comme il faisait frais dans cet endroit quand on venait de l'extérieur. Beaucoup de granit et de marbre, sans doute une isolation fantastique. Il faisait plus chaud tout en haut, mais en bas, cette odeur, la fraîcheur, comme dans une tombe. Burke. C'était vraiment bizarre, comme une maison hantée. On se serrait tous les trois, pareil à des moutons, et j'étais bien contente d'avoir mon fusil, même si ce n'était qu'une 22. Nos pas résonnaient, comme si quelqu'un nous suivait, et j'ai repensé à ce rêve, celui où l'homme me regarde dans sa robe noire. Pas étonnant que Stu n'ait pas voulu venir avec nous. Nous avons finalement trouvé les ascenseurs, et nous sommes montés au premier étage. Seulement des bureaux et plusieurs cadavres. Le deuxième étage était aménagé comme un hôpital, mais toutes les chambres étaient équipées de sas. Harold et Glenn ont dit que ça s'appelait comme ça, et de vitres spéciales pour regarder à l'intérieur. Il y avait plein de cadavres, dans les chambres, dans les couloirs, mais très peu de femmes. Est-ce qu'ils ont essayé de les évacuer à la fin ? Je me demande. On ne saura sans doute jamais. De toute façon, qu'est-ce que ça changerait ? Au bout du couloir qui partait des ascenseurs, nous avons trouvé une chambre dont le sas était ouvert. Il y avait un mort dedans, mais ce n'était pas un malade. Les malades avaient tous des pyjamas blancs. Il n'était sûrement pas mort de la grippe. Il était couché dans une grande flaque de sang séché. On aurait dit qu'il essayait de sortir de la chambre en rampant quand il était mort. Il y avait une chaise cassée. Tout était à l'envers, comme si on s'était battu. Glenn a regardé longtemps autour de lui, et ensuite il a dit « Je pense qu'il faudrait mieux ne pas parler de cette chambre à Stu. J'ai l'impression qu'il a bien failli y mourir. » J'ai regardé le cadavre, et j'en ai eu la chair de poule. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» C'est Harold qui avait posé la question. Même lui semblait impressionné. Une des rares fois que j'ai entendu Harold parler comme s'il ne s'adressait pas à une foule. « Eh bien, je crois que cet homme était venu pour tuer Stuart, » a répondu Glenn, « et que Stu a réussi à se débarrasser de lui. » Alors j'ai demandé « Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir tuer Stu s'il était immunisé ? Ça n'a pas de sens. » Il m'a regardé avec des yeux qui m'ont fait peur, des yeux morts comme des yeux de maquereau.
À ce que je vois, la logique n'avait pas grand-chose à faire ici. Certaines personnes croient qu'il faut tout cacher, avec la même sincérité et le même fanatisme que les membres de certains groupes religieux croient à la divinité de Jésus. Parce que pour certaines personnes, lorsque le mal est fait, il faut continuer à cacher les choses à tout prix. Je me demande combien d'immunisés ils ont pu tuer à Atlanta, à San Francisco et au centre de virologie de Topeka avant que l'épidémie ne finisse par les tuer, eux, et que la boucherie s'arrête. Ce salaud, moi je suis content qu'il soit mort. Je ne regrette qu'une chose, c'est que Stu va probablement rêver de lui tout le reste de sa vie. Et vous savez ce que Glenn Batman a fait? Cet homme si gentil qui fait des tableaux si dégueulasses. Il s'est approché et il a donné un coup de pied dans la figure du cadavre. Harold a poussé une sorte de gémissement étouffé, comme si c'était lui qu'on avait frappé. Glenn a encore donné un coup de pied. Non! C'était Harold qui hurlait. Mais Glenn continuait à frapper le cadavre, puis il s'était retourné. Il s'est essuyé la bouche avec la main. Au moins, ses yeux ne ressemblaient plus à des yeux de merlan frit. « Allons-y, sortons d'ici, » avait dit Glenn. « Stu avait raison, il n'y a plus rien par ici. » Et nous sommes sortis. Stu était assis devant la grille de fer, la seule ouverture de ce grand mur qui entoure tout le centre. Je voulais... Vas-y, Franny, si tu ne peux pas dire ça à ton journal, à qui pourras-tu le dire? Je voulais courir vers lui et l'embrasser, lui dire que j'avais honte de nous, honte que nous ne l'ayons pas cru. Honte d'avoir parlé de nos petites misères pendant l'épidémie, alors que lui ne disait presque rien et que cet homme avait failli le tuer. Mon Dieu, je crois bien que je suis amoureuse de lui. Si Harold n'était pas là, je crois bien que je tenterais le coup. Et puis, il y a toujours un « et puis », même si mes doigts sont maintenant tellement engourdis que j'ai l'impression qu'ils vont tomber. C'est à ce moment que Stu nous a dit pour la première fois qu'il voulait aller au Nebraska, qu'il voulait voir si son rêve voulait dire quelque chose. Il avait un drôle d'air, à la fois têtu et embarrassé, comme s'il savait qu'Harold allait se foutre de sa gueule, mais Harold était trop énervé après notre excursion au centre de Stovington pour discuter vraiment. D'ailleurs, il a aussitôt arrêté quand Glenn a dit, avec beaucoup de réticence, que lui aussi avait rêvé à la vieille dame la nuit précédente. « Naturellement, » avait dit Glenn, « c'est peut-être seulement parce que Stu nous a parlé de son rêve, mais le mien était étonnamment semblable. » Il était tout rouge. Harold a dit que c'était naturellement l'explication, mais Stu ne s'était pas laissé faire. « Une minute, Harold, j'ai une idée. » Son idée, c'était que nous prenions tous une feuille de papier et que nous écrivions tout ce dont nous pouvions nous souvenir de nos rêves depuis une semaine. Et ensuite, on comparerait. Tellement scientifique que même Harold n'a pas pu protester. Bon, moi, le seul rêve que j'ai fait, c'est celui dont j'ai déjà parlé, et je ne vais pas le répéter. J'ai tout noté sur mon papier, et même l'épisode avec mon père, sauf l'histoire du bébé et du cintre en fil de fer. Quand nous avons comparé nos notes, les résultats ont été vraiment étonnants. Harold, Stu et moi avions tous rêvé de l'homme noir, comme je l'appelle. Stu et moi, on le voyait comme un homme habillé d'une robe de moine, sans traits visibles, son visage étant toujours dans l'ombre. Pour Harold, il était toujours debout dans une entrée sombre, et il lui faisait signe de venir. Parfois, il ne voyait que ses pieds et ses yeux brillants, comme des yeux de belette, c'est comme ça qu'il les a décrits. Stu et Glenn avaient fait à peu près les mêmes rêves à propos de la vieille femme. Les ressemblances sont trop nombreuses pour que j'en parle. Manière littéraire de dire que mes doigts sont complètement engourdis. Et de toute façon, ils sont tous les deux d'accord pour affirmer qu'elle habite dans le comté de Polk, au Nebraska, même s'ils n'ont pas pu s'entendre sur le nom de l'endroit. Stu dit qu'il s'agit de Hollingford Home, et Glenn dit que c'est plutôt Hemingway Home. Assez proche en tout cas. Ils ont tous les deux l'impression qu'ils pourraient le retrouver. Journal, souviens-toi, moi je pense que c'est Hemingford Home. Et Glenn était convaincu. C'est tout à fait étonnant. On dirait bien que nous vivons tous une expérience psychique commune. Bien sûr, Harold n'était pas d'accord, mais on voyait bien que tout ça le secouait un peu. Il a cependant accepté d'aller là-bas, puisqu'il faut bien aller quelque part, comme il disait. Nous partons demain matin, et j'ai peur, je suis énervé. Je suis heureuse de quitter Stovington. Stovington pue la mort. Et je préfère la vieille dame à l'homme noir, sans aucun doute. Chose dont je veux me souvenir. Coincé voulait dire quelqu'un qui n'est pas décontracté. Ça baigne voulait dire que tout allait bien. Rien à cirer voulait dire qu'on se foutait de quelque chose.
Un type canon, c'était un type pas mal foutu du tout. Cracher, c'était se trouver un endroit pour pioncer, tout ça avant la super grippe. C'est un peu con, non? Mais j'assure, c'était la vie. Il était un peu plus de midi. Épuisé, Périon s'était endormi à côté de Marc qu'ils avaient transporté à l'ombre 2 heures plus tôt. Il perdait connaissance de temps en temps, moment de répit pour tous les autres. Il avait tenu longtemps, presque toute la nuit, mais au lever du jour, il avait finalement craqué, et lorsqu'il était conscient, ses hurlements leur glaçaient le sang. Ils se regardaient les uns les autres, impuissants. Personne n'avait pu manger. « C'est l'appendicite, dit Glenn, j'en suis sûr. »« On devrait peut-être essayer de l'opérer, murmura Harold en regardant Glenn. « Nous allons le tuer, répondit sèchement Glenn. Et vous le savez, Harold. Si nous réussissions à lui ouvrir le ventre sans le saigner à mort, ce qui est impossible, nous ne saurions pas distinguer son appendice de son pancréas. Il n'y a pas d'étiquette dessus, vous savez. »« Mais il va mourir si nous n'essayons pas, dit Harold. »« Et vous voulez essayer, vous » demanda Glenn, furieux cette fois. « Parfois, je me pose des questions sur votre compte, Harold. »« Ben et vous ne nous êtes pas d'un grand secours pour le moment, répondit Harold, rouge comme une tomate. « Allez, arrêtez, intervins-tu. Ça ne sert à rien. Il n'est pas question de l'opérer, à moins que l'un de vous ne soit prêt à l'ouvrir avec son canif. »« Quoi, dis-tu ? L'hôpital le plus proche est à Maugny. On n'y arrivera jamais. On ne pourra même pas l'emmener jusqu'à l'autoroute. »« Vous avez raison, dit Glenn, en se passant la main sur sa joue râpeuse. « Harold, je suis désolé. Je suis très nerveux. Je savais que ce genre de choses pouvait arriver. Arriverait certainement. Mais je suppose que ce n'était qu'une conviction théorique. Je ne suis plus dans mon bureau de prof, en train de rêver à des élucubrations de sociologue. » Harold marmonna quelque chose et s'éloigna, les mains enfoncées dans les poches. Il avait l'air d'un petit garçon de 10 ans qui va bouder dans son coin. « Et pourquoi ne peut-on pas le déplacer » demanda Fran. « Parce que son appendice a probablement beaucoup enflé, » répondit Glenn. « Et s'il éclate, il va empoisonner tout son organisme, assez de poison pour tuer 10 hommes. »« Oui, c'est une péritonite, » confirma Stu. Franny avait le vertige. « Une appendicite ? Mais ce n'était rien, rien du tout. On vous opère pour la vésicule biliaire, et tant qu'à y être, on vous enlève aussi l'appendice. » Elle se souvenait qu'un de ses camarades d'école, Charlie Biggers, s'était fait enlever l'appendice un été. Elle allait entrer en 7e, et il n'était resté à l'hôpital que 2 ou 3 jours. Médicalement, une appendicite, ce n'était rien, rien du tout. Médicalement, avoir un enfant, ce n'était rien, rien du tout non plus. « Mais si on ne fait rien, demanda-t-elle, est-ce que l'appendice va éclater quand même ?» Stu et Glenn échangèrent un regard et ne lui répondirent pas. « Alors Harold avait raison, vous restez là, les bras croisés. Vous devez faire quelque chose, même avec un canif. »« Et pourquoi nous ?» questionna Glenn d'une voix hargneuse. « Pourquoi pas vous ? Nous n'avons même pas de manuel de médecine, nom de Dieu. »« Mais vous, reprit Fanny, c'est pas possible. Une appendicite, c'est rien du tout. »« Oui, peut-être autrefois, mais aujourd'hui c'est grave, croyez-moi, lui répondit Glenn. Mais elle était déjà partie, en pleurs. Elle revint vers 3 heures, honteuse et prête à s'excuser. Mais Glenn et Stu n'étaient plus là. Harold était assis sur un tronc d'arbre. Périon était toujours à côté de Marc. Elle lui essuyait la figure avec une serviette. Elle était pâle, mais elle semblait avoir retrouvé son calme. « Franny !» lança Harold, manifestement heureux de la revoir. « Salut Harold. Comment va-t-il » demanda Fran à Périon. « Il dort, répondit-elle. Mais ce n'était pas vrai. Fran le voyait bien. Il était inconscient. « Et où sont les autres, Périon, tu le sais ?» Ce fut Harold qui lui répondit. Il s'était approché d'elle par derrière, et Fran sentit qu'il voulait lui toucher les cheveux ou lui poser la main sur l'épaule. Mais elle n'en avait pas envie. Depuis quelque temps, elle se sentait mal à l'aise dès qu'Harold l'approchait. « Ils sont partis à Kunkel, » dit Harold. « Il y avait sans doute un médecin là-bas, autrefois. »« Ils vont essayer de trouver des livres, » ajouta Périon, « et des instruments. » Franny l'entendit avaler sa salive. Elle continuait à rafraîchir le visage de Marc avec la serviette qu'elle mouillait de temps en temps en prenant de l'eau dans une gourde. « Nous sommes vraiment désolés, » dit Harold, très mal à l'aise. « Ce n'est pas très malin de dire ça, mais c'est la vérité. » Périon le regarda avec un sourire fatigué. « Je sais, merci. Ce n'est la faute de personne, sauf de Dieu, s'il existe.
Si Dieu existe, alors oui, c'est sa faute. Et quand je le verrai, j'ai bien l'intention de lui flanquer un coup de pied dans les couilles. Perrion avait un visage un peu chevalin, un corps épais de paysanne. Fran, qui commençait toujours par voir les bons côtés des gens, Harold par exemple avait vraiment de très belles mains pour un garçon, remarqua que les cheveux de Perrion, Auburn, étaient splendides et que ses yeux indigo étaient beaux et intelligents. La jeune femme enseignait l'anthropologie à New York, leur avait-elle raconté. Elle avait aussi milité dans un certain nombre de mouvements, le droit des femmes, les droits des victimes du sida. Et elle ne s'était jamais mariée. Marc, avait-elle dit un jour à Franny, lui avait fait un bien énorme, plus qu'elle n'en avait jamais attendu d'un homme. Ceux qui l'avaient précédée ne s'étaient pas occupés d'elle, ou l'avaient mise dans le même panier que toutes les autres femmes, avec les truies ou les paillassons. Sans doute Marc aurait-il fait la même chose si la situation avait été normale, mais elle ne l'était pas. Ils s'étaient rencontrés à Albany, où Perrion passait l'été avec ses parents, le dernier jour du mois de juin. Ils avaient finalement décidé de quitter la ville avant que les microbes qui proliféraient dans tous ces cadavres en décomposition ne leur fassent ce que la supergrippe n'avait pas réussi à faire. Ils étaient donc partis. Le lendemain, ils étaient amants, plus par désespoir qu'en raison d'une attirance réelle. C'est ainsi que parlaient les femmes, et Franny l'avait noté dans son journal. Il était gentil avec elle, avait expliqué Perrion, un peu étonné comme le sont les femmes, envers qui la nature n'a pas été très généreuse lorsqu'elle rencontre un brave type dans un monde cruel. Et elle avait commencé à l'aimer, un peu plus chaque jour. Et maintenant, ça. C'est drôle, dit-elle. Tout le monde ici, à part Stu et Harold, a fait des études universitaires. Et vous auriez certainement pu en faire, vous aussi, si les choses s'étaient passées normalement. N'est-ce pas, Harold ? Oui, sans doute, répondit-il. Perrion se retourna vers Marc pour lui éponger le front, doucement, amoureusement. Franny se souvint d'une planche en couleur dans la Bible familiale, une image où l'on voyait 3 femmes en train d'embaumer le corps de Jésus avec des huiles et des aromates. « Oui, Franny faisait des études d'anglais, » reprit Perrion. « Glenn enseignait la sociologie et Marc préparait un doctorat en histoire. Harold, vous auriez fait des lettres, vous aussi, puisque vous vouliez écrire. Nous aurions pu avoir des discussions formidables. Nous en avons eu d'ailleurs. » « Oui, fit-il. » La voix d'Harold, habituellement stridente, était maintenant presque inaudible. « Les études littéraires vous apprennent à penser, » reprit Perrion. « J'ai lu ça quelque part. Les faits sont secondaires. Ce qu'on vous apprend en réalité, c'est à raisonner, induction et déduction, d'une façon constructive. » « C'est très juste, » répondit Harold. « Je suis tout à fait d'accord. » Cette fois, sa main se posa sur l'épaule de Fran. Elle ne s'écarta pas, mais cette présence la gênait. « Et tout ça ne sert à rien, » s'exclama Perrion. Surpris, Harold retira sa main. Fran se sentit aussitôt soulagé. « À rien » demanda-t-il timidement. « Oui, il est en train de mourir, » dit Perrion. « Il est en train de mourir parce que nous avons tous perdu notre temps à apprendre des conneries parfaitement inutiles. Oh, je pourrais vous parler des indigènes de Nouvelle-Guinée, et Harold pourrait vous expliquer en détail les techniques littéraires des derniers poètes anglais. Mais à Marc, à quoi ça peut bien lui servir ? Oui, bien sûr, si l'un de nous avait fait sa médecine. » Mais Fran ne termina pas sa phrase. « Oui, si, » la coupa Perrion, « mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons même pas un mécanicien avec nous, même pas un pauvre plouc qui aurait au moins vu un vétérinaire opérer une vache ou un cheval. Je vous aime bien, mais je préférerais un bon bricoleur. Nous avons tellement peur de le toucher, même si nous savons ce qui va arriver si nous ne faisons rien. Je dis nous, parce que je fais partie du lot. Au moins les deux... » Mais Fran s'arrêta. Elle allait dire au moins les 2 hommes, mais elle se rendit compte que la formule aurait été maladroite en présence d'Harold. « Au moins Stu et Glenn sont partis à Kuncle. »« Oui, soupira Perrion, c'est déjà quelque chose. Mais c'est Stu qui a pris la décision. Le seul qui a finalement compris qu'il valait mieux essayer n'importe quoi que de rester là sans rien faire. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il faisait autrefois ? Demanda-t-elle en regardant Franny. Il travaillait dans une usine, répondit aussitôt Fran, sans remarquer qu'Harold paraissait surpris qu'elle le sache. Une usine de calculatrice électronique, je crois. Il était quelque chose comme technicien en informatique. Ah bon ? Fit Harold, avec un sourire amer. C'est le seul qui ait un peu de sens pratique, reprit Perrion. Je suis presque sûr que lui et M. Batman vont tuer Marc, mais je préfère ça quand même, plutôt que de rester là à le regarder crever comme un chien écrasé dans la rue.
Harold et Fran ne trouvèrent rien à lui répondre. Debout derrière elle, ils regardaient le visage de Mark, pâle, rigide. Au bout d'un moment, Harold posa sa main moite sur l'épaule de Fran. Elle aurait voulu hurler. Stu et Glenn revinrent à 4 heures moins le quart, avec un grand sac noir rempli d'instruments et de gros livres. « On va essayer, » dit simplement Stu. Perrion leva les yeux, sa voix était calme. « Vous allez essayer ? Merci, merci pour nous deux. »« Stu ?» demanda Perrion. Il était 4h10. Stu était à genoux sur une alaise de caoutchouc qu'ils avaient étendue sous l'arbre. La sueur coulait à flots sur son visage. Franny tenait un livre devant lui, passant d'une planche en couleur à la suivante, puis revenant à la première, quand Stu relevait ses yeux brillants et lui faisait signe. À côté de lui, affreusement blanc, Glenn Batman tenait une bobine de fil blanc. Entre les deux hommes, il y avait une boîte pleine d'instruments en acier inoxydable. La boîte était toute tachée de sang. « Ici !» cria Stu d'une voix perçante, les pupilles soudain pas plus grosses que 2 aiguilles. « La voilà, cette saloperie ! Ici, juste ici !»« Stu !» dit Perrion. « Fran, montre-moi l'autre image, vite, vite !»« Vous pouvez l'enlever ?» demanda Glenn. « Nom de Dieu, vous croyez vraiment que vous allez pouvoir l'enlever ?» Harold n'était plus là. Il était parti presque tout de suite, une main plaquée sur la bouche. Et depuis un quart d'heure, il était caché dans un petit bois, un peu plus à l'est, leur tournant le dos. Mais il revenait maintenant, son gros visage rond rayonnant d'espoir. « Je ne sais pas, » répondit Stu. « Peut-être, peut-être bien. » Il regardait la planche que Fran lui montrait. Il avait du sang jusqu'au coude. « Stu !» redemanda Perrion. « Ah, voilà !» murmura Stu, les yeux extraordinairement brillants. « L'appendice, ce petit machin, il... Essuie-moi le front, Franny, merde, je sue comme un porc. Merci. Il va falloir couper juste ce qu'il faut, pas plus. Et voilà les intestins. Nom de Dieu, il faut que... »« Stu ?» demanda Perrion. « Passez-moi les ciseaux, Glenn. Non, pas ceux-là, les petits. »« Stu !» Il leva enfin les yeux vers elle. « Ce n'est plus la peine, » dit Perrion d'une voix douce. « Il est mort. » Stu la regarda. Ses pupilles s'élargirent lentement. « Il y a près de 2 minutes, » reprit-elle. « Merci quand même, merci beaucoup. » Stu l'observa longtemps. « Tu es sûr ?» Elle fit un signe de tête. Elle pleurait silencieusement. Stu leur tourna le dos, laissa tomber le petit scalpel qu'il tenait, se cacha la figure entre les mains. Glenn s'était déjà levé et s'éloignait sans regarder derrière lui, le dos voûté, comme s'il venait de recevoir un coup. Franny prit Stu par les épaules et le serra contre elle. « Et voilà, » dit-il d'une voix blanche qui fit peur à Franny. « Et voilà, c'est fini. Et voilà. »« Tu as fait de ton mieux, » dit-elle en le serrant encore plus fort, comme s'il allait s'enfuir. « Et voilà, » répéta-t-il. Franny le serrait toujours. Malgré toutes ces idées qui lui passaient par la tête depuis plus de 3 semaines, elle n'avait pas fait un geste jusque-là, cachant de son mieux ses sentiments. Harold était trop imprévisible, et même maintenant, elle ne montrait pas ses véritables sentiments. Elle ne le serrait pas dans ses bras comme une femme étreint l'homme qu'elle aime, plutôt comme un survivant s'accroche à un autre. Stu parut le comprendre. Il posa les mains sur ses épaules, laissant des marques de sang sur sa chemise kaki, comme pour faire d'elle sa complice dans un crime raté. Quelque part, un jet lança son cri rauque. Plus près, Perrion s'était mis à pleurer. Harold Lauder, qui ne savait pas faire la différence entre l'étreinte de 2 amants et l'étreinte de 2 survivants, regardait Franny et Stu avec méfiance, déjà rempli de crainte. Au bout d'un long moment, il s'enfonça furieusement dans les buissons, en faisant craquer les branches, et ne revint que longtemps après le dîner. Elle se réveilla tôt le lendemain matin. Quelqu'un la secouait. « Je vais ouvrir les yeux, et je vais voir Glenn ou Harold, » pensa-t-elle dans son demi-sommeil. « Nous allons recommencer, et recommencer, jusqu'à ce que nous finissions par apprendre. Ceux qui ne peuvent apprendre les leçons de l'histoire, mais c'était Stu. Il faisait déjà presque jour, la douce lumière dorée du petit matin, comme tamisée à travers une gaze. Les autres dormaient. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Quelque chose ne va pas ?»« J'ai encore rêvé, » répondit Stu. « Pas à la vieille femme, mais à l'autre, à l'homme noir. J'avais peur, alors... »« Oh, arrête, dit-elle, effrayée par l'expression de son visage. Dis ce que tu as à dire, s'il te plaît. »
Périon, le Véronal. Elle a pris le Véronal dans le sac de Glenn. Franny entendit ses poumons siffler. Elle, reprenait Stu d'une voix cassée, elle est morte, Franny. Quelle saloperie tout ça. Elle voulut lui répondre, mais les mots refusèrent de sortir de sa bouche. Il faut sans doute réveiller les deux autres, dit Stu d'un air absent. Il se frotta la joue que sa barbe naissante rendait rugueuse comme du papier de verre. Fran se souvenait encore d'avoir senti cette barbe contre sa joue hier, quand elle l'avait prise dans ses bras. Il se retourna vers elle. « Ça ne finira donc jamais ?»« Oh non, je ne crois pas, » répondit-elle tout bas. Ils se regardèrent, les yeux, dans la lumière du petit matin. Journal de Franz Goldsmith, 12 juillet 1990. Nous avons campé juste à l'ouest de Guinderland ce soir, dans l'État de New York. Finalement, nous sommes arrivés sur la grande route, la 80-90. La joie d'avoir rencontré Marc et Périon, un joli nom je trouve, hier après-midi, est déjà presque oubliée. Ils ont accepté de venir avec nous. En fait, ils nous l'ont proposé avant que nous ayons eu le temps de le faire. À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'Harold aurait proposé quoi que ce soit, vous le connaissez, et il était un peu jaloux, Glenn aussi peut-être, de tout leur matériel, fusil semi-automatique compris. Mais surtout, Harold devait faire son petit numéro, il faut qu'il se fasse remarquer. J'ai l'impression d'avoir écrit des pages et des pages sur la psychologie de Harold, et si vous ne le connaissez pas encore, vous ne le connaîtrez jamais. Sous ses apparences pontifiantes, c'est un petit garçon qui n'a pas confiance en lui. Il n'arrive pas à croire que les choses ont changé. On dirait qu'il pense que tous ceux qui l'emmerdaient au lycée vont sortir de leur tombe un beau jour pour lui lancer des boulettes de papier et l'appeler Lauder la branlette. Ami avait dit un jour qu'il l'appelait comme ça. Je pense parfois qu'il aurait été préférable pour lui, et peut-être pour moi, de ne pas nous mettre ensemble à Ogunkit. Je fais partie de son ancienne vie, j'étais l'ami de sa sœur à une époque. Et ma relation avec Harold peut se résumer ainsi. Pour étrange que ça puisse paraître, sachant ce que je sais maintenant, je choisirais probablement Harold comme ami, plutôt que sa sœur, une fille qui ne pensait qu'à trouver des garçons avec de belles bagnoles, qu'à s'habiller de sweeties, une fille qui n'était qu'une sale snob. Pardonnez-moi, mon Dieu, de dire des méchancetés sur les morts, mais c'est la vérité. À sa manière, assez étrange c'est vrai, Harold était un type plutôt bien. Je veux dire, quand il ne mobilise pas toute son énergie mentale pour jouer au con. Mais Harold n'a jamais cru que quelqu'un pouvait le trouver bien. Il ne peut s'empêcher de faire du cinéma, de jouer un rôle. Il est incapable de laisser derrière lui tous ses problèmes. Il les traîne avec lui, comme s'il les avait mis dans son sac avec son chocolat Payday qu'il aime tellement. Oh, Harold, je ne sais pas, vraiment pas. Chose dont je veux me souvenir. Gilette à lame pivotante, crème épilatoire, jambes plus douces. Mini-tampon, maxi-protection, créé par des femmes pour des femmes. La soirée du cinéma, la nuit des morts vivants. Oh, c'est pas vraiment le moment, j'abandonne. 14 juillet 1990. Nous avons beaucoup parlé de nos rêves aujourd'hui, pendant le déjeuner, si bien que nous nous sommes arrêtés plus longtemps que nous n'aurions dû, sans doute. Entre parenthèses, nous sommes juste au nord de Batavia, dans l'État de New York. Hier, Harold a proposé avec beaucoup de discrétion, pour lui, de prendre un peu de Véronal pour voir si nous ne pourrions pas perturber le cycle onirique, selon son expression. J'ai dit que j'étais d'accord, pour que personne ne se pose de questions, mais j'ai bien l'intention de ne pas avaler ce sale truc, car je sais pas trop si ça ferait du bien à mon cow-boy solitaire. J'espère bien qu'il est solitaire, je ne suis pas sûr que je pourrais avoir des jumeaux. Proposition Véronal adoptée, mais Marc avait quelque chose à dire. Vous savez, ce n'est pas trop bon de penser à ces trucs-là. Bientôt, on va se prendre pour Moïse ou Joseph, et on va croire que Dieu nous appelle au téléphone. L'homme noir n'appelle pas du ciel, avait dit Stu. Si c'est de l'interurbain, je pense bien que ça vient de quelque part nettement plus bas. Ce qui veut dire que Stu pense que le grand méchant loup est après nous. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Une explication qui en vaut une autre, a dit Glenn, et nous l'avons tous regardé. Si vous regardez les choses d'un point de vue théologique, on dirait bien que nous sommes pris entre l'arbre et l'écorce, dans la lutte à finir entre le ciel et l'enfer. Vous ne croyez pas? S'il reste encore des jésuites, après la super grippe, ils s'arrachent sûrement les cheveux. Marc a éclaté de rire. Je n'ai pas bien compris, mais je n'ai rien dit. Eh bien moi, je pense que tout ça est parfaitement ridicule, a dit Harold. Bientôt, vous allez vous prendre pour Edgar Cayce et croire à la transmigration des âmes. Il avait prononcé Cayce au lieu de Casey.
Quand je l'ai corrigé, il m'a regardé avec un sale air. Ce n'est pas le genre de type qui vous inonde de sa gratitude quand vous lui faites remarquer ses petites erreurs. N'est-ce pas, cher journal? En présence d'un phénomène manifestement paranormal, a continué Glenn, la seule explication possible, la seule qui ait sa logique interne, est l'explication théologique. C'est pourquoi la métapsychique et la religion se sont toujours très bien entendues, jusqu'aux guérisseurs de notre époque. Harold grognait, ce qui n'a pas empêché Glenn de poursuivre. Et j'ai bien l'impression, sans en avoir la preuve, que nous sommes tous des médiums. Mais ce don est si profondément enraciné en nous que nous ne le remarquons que rarement. Un don qui est essentiellement préventif, ce qui nous empêche aussi de l'observer. Et pourquoi? Avais-je demandé. Parce qu'il s'agit d'un facteur négatif, Fran. Avez-vous lu l'étude publiée en 1958 par James Stoughton sur les accidents d'avion et de chemin de fer? Elle a d'abord paru dans une revue de sociologie, mais la presse à sensation en reparle de temps en temps quand les journalistes ont du mal à pisser de la copie. Nous avions tous secoué la tête. Eh bien, vous devriez la lire. James Stoughton avait ce que mes étudiants d'il y a 20 ans auraient appelé une tête bien faite. Un sociologue tout à fait bien, très tranquille, qui s'intéressait à l'occulte, son violon d'Ingres si on veut. Il a d'abord écrit une série d'articles, puis il a sauté la barrière pour étudier le sujet par lui-même. Harold gloussait, Stu et Marc rigolaient. Moi aussi j'en ai bien peur. Alors, parlez-nous de ces accidents, avait dit Perrion. Bien, reprit Glenn. Stoughton a recueilli des statistiques sur plus de 50 accidents d'avion depuis 1925 et sur plus de 200 accidents ferroviaires depuis 1900. Il a fourré tout ça dans un ordinateur. En résumé, il cherchait une corrélation entre 3 facteurs, ceux qui étaient présents à bord du véhicule accidenté, ceux qui ont été tués et la capacité du véhicule. « Je ne vois pas ce qu'il cherchait, dis-tu. »« Attendez un peu, répondit Glenn. Il avait également donné une deuxième série de statistiques à son ordinateur, cette fois un nombre équivalent d'avions et de trains qui n'avaient pas eu d'accident. Marc avait compris. « Ah oui, un groupe expérimental et un groupe témoin, ça paraît logique. » Et ce qu'il a découvert est extrêmement simple, reprit Glenn, mais plutôt gênant sur le plan des conséquences. Dommage qu'il faille se taper 16 tableaux de statistiques pour arriver à la conclusion. Et c'était quoi la conclusion? Avais-je demandé. Les avions et les trains pleins ont rarement des accidents. Oh merde, quelle connerie, disait Harold en se tordant de rire. Oh, ce n'est pas tout, continua Glenn, très calme. C'était la théorie de Staunton, et l'ordinateur lui donnait raison. Quand il y a un accident d'avion ou de train, les véhicules sont remplis à 61%. Lorsqu'il n'y a pas d'accident, ils sont remplis à 76%. Une différence de 15% sur un échantillon représentatif. On peut donc parler d'un écart significatif. Staunton fait observer que, du point de vue statistique, un écart de 3% donnerait déjà à réfléchir, et il a raison. L'anomalie est énorme. Staunton en déduit que les gens savent quand un avion ou un train va avoir un accident, qu'ils prévoient l'avenir inconsciemment. Nous l'écoutions tous très attentivement. À l'aéroport de Chicago, continua-t-il, juste avant le départ du vol 61 à destination de San Diego, Tante Sally a tout à coup très mal au ventre et décide de ne pas partir. Et quand l'avion s'écrase dans le désert du Nevada, tout le monde dit « Oh, Tante Sally, ce mal de ventre, un vrai miracle !» Mais avant que James Stoughton ne nous produise ces chiffres, personne n'avait jamais compris qu'en fait 30 personnes avaient eu mal au ventre, ou à la tête, ou qu'ils avaient tout simplement ressenti cette étrange impression quand votre corps essaye de dire à votre tête que quelque chose ne va pas, que quelque chose va tourner mal. Je n'en crois pas un mot. Harold, aussi connu sous le nom de Saint Thomas d'Ogunkit. Je venais de lire pour la première fois l'article de Staunton, avait repris Glenn. Une semaine plus tard à peu près, un avion des Majestic Airlines s'écrase à Boston. Pas de survivants. Bon, j'appelle Majestic Airlines un peu plus tard, quand les choses se sont tassées. Je leur raconte que je travaille pour un journal de Manchester, un petit mensonge, mais pour la bonne cause de la science. Je leur dis que nous faisons des statistiques sur les accidents d'avion, et je leur demande s'ils peuvent me dire combien de passagers qui avaient des réservations ne se sont pas présentés à l'enregistrement. Le type a paru un peu surpris, et il m'a expliqué que le personnel de la compagnie parlait justement de ça. 16 passagers. 16 ne s'étaient pas présentés. Je lui demande alors quelle était la moyenne sur un vol 747 entre Denver et Boston. Et la réponse, 3. 3 ? C'est Perrion qui avait posé la question. Exact, répondit Glenn. Mais le type continue et il me dit qu'il y avait eu aussi 15 annulations,
alors que la moyenne est de 8. Les journaux ont titré 94 victimes à Boston, mais ils auraient pu dire tout aussi bien 31 passagers échappent à la mort à Boston. Bon, et voilà, on a encore beaucoup parlé de paranormal, mais la conversation s'est pas mal écartée du sujet. Nos rêves, à savoir s'ils venaient ou non du Tout-Puissant là-haut dans le ciel. Harold a foutu le camp, complètement dégoûté, puis Stu a posé une question à Glenn. Si nous sommes tous des médiums, comment ça se fait que nous ne savons pas quand quelqu'un que nous aimons vient de mourir, ou quand notre maison vient d'être emportée par un ouragan, ou des trucs du genre? Des trucs du genre, ça arrive pourtant, dit Glenn. Mais je reconnais que ce n'est pas aussi fréquent, loin de là. Ou du moins plus difficile à démontrer avec un ordinateur. Mais la question est intéressante. J'ai une théorie. N'a-t-il pas toujours une théorie, ce cher Glenn, n'est-ce pas, cher journal? Une théorie qui est liée à l'évolution. Vous savez, les hommes, ou leurs ancêtres, avaient à une époque une queue et du poil sur tout le corps. Et leurs sens étaient beaucoup plus aiguisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pourquoi ça? Allez, vite, Stu. Une occasion unique d'avoir une bonne note, d'être le premier de la classe. Pour la même raison qu'on ne met plus de grosses lunettes et une pelisse de fourrure quand on conduit une voiture, je suppose, répondit Stu. Parce que ce n'est plus nécessaire, on n'en a plus besoin. Exactement, dit Glenn. À quoi bon avoir un don métapsychique qui ne sert plus à rien? À quoi bon, quand vous êtes en train de travailler dans votre bureau, de savoir tout à coup que votre femme vient de se tuer dans un accident de voiture en rentrant du supermarché? Quelqu'un va vous téléphoner pour vous l'apprendre, n'est-ce pas? Ce sens a donc pu s'atrophier il y a bien longtemps, si nous ne l'avons jamais eu. C'est comme nos queues et nos poils. Mais il n'avait pas terminé ses explications. Mon Dieu, comme il parle! Moi, ce qui m'intéresse dans ces rêves, c'est qu'ils paraissent annoncer une lutte. Nous semblons nous faire une image brumeuse d'un protagoniste et d'un antagoniste, d'un adversaire, si vous préférez. Et s'il en est ainsi, peut-être sommes-nous comme ces gens qui vont prendre l'avion et qui, tout à coup, ont mal au ventre. Peut-être nous donne-t-on le moyen d'orienter notre avenir, une sorte de libre arbitre dans la 4e dimension, la possibilité de choisir avant les événements. Mais nous ne savons pas ce que ces rêves signifient, avais-je demandé. Non, mais nous allons peut-être le découvrir, m'avait répondu Glenn. J'ignore si posséder une parcelle de dons psychiques signifie que nous sommes divins. Bien des gens acceptent le miracle de la vue sans croire que la vue prouve l'existence de Dieu. Et je suis de ceux-là. Mais je crois que ces rêves sont une force constructive, même s'ils peuvent nous faire peur. Et par conséquent, je commence à regretter que nous prenions du Véronal. C'est un peu comme si nous avalions du Pepto-Bismol pour faire disparaître ce mal de ventre et que nous montions dans l'avion. Chose dont je veux me souvenir. Récession, crise du pétrole, un prototype Ford qui faisait moins de 4 litres au 100 sur route. Une voiture formidable. Oh, c'est tout, j'arrête. Si je continue à écrire autant, ce journal sera aussi long qu'autant en emporte le vent, le jour où le cow-boy solitaire sortira de son ranch. De préférence, pas sur son cheval blanc. Ah oui, encore une chose dont je veux me souvenir. Edgar Cayce. Non, je ne l'oublierai pas. On dit qu'il voyait l'avenir dans ses rêves. 16 juillet 1990. 2 mots à propos des rêves, voir ce que j'ai écrit le 14. Premièrement, Glenn Batman est très pâle et très silencieux depuis 2 jours. Ce soir, j'ai vu qu'il prenait une dose supplémentaire de Véronal. Je soupçonne qu'il n'en prenait pas depuis 2 jours et qu'il a fait des rêves horribles. Ça m'inquiète. J'aimerais lui en parler, mais je ne sais pas comment. Deuxièmement, mes rêves à moi. Rien, la nuit d'avant-hier, la nuit qui a suivi notre discussion. J'ai dormi comme un bébé et je me souviens de rien. La nuit dernière, j'ai rêvé de la vieille femme pour la première fois. Rien à dire qui n'ait déjà été dit, si ce n'est qu'elle semble respirer la gentillesse, la bonté. Je crois comprendre pourquoi Stu voulait tellement aller au Nebraska, malgré les sarcasmes d'Harold. Je me sentais très bien en me réveillant ce matin. Et je pensais que si nous pouvions simplement trouver cette vieille femme, mère Abigail, tout irait bien. J'espère qu'elle est vraiment là. Entre parenthèses, je suis tout à fait sûr que le nom du bled est Hemingford Home. Chose dont je veux me souvenir. Mère Abigail.